d'alerte. Nous ne sommes pas contentés de critiquer les mauvaises décisions. Nous en avons proposé beaucoup, dont il faut dire qu'elles n'ont pas été entendues par le gouvernement, ou en tout cas, elles ont été entendues très tardivement. Alors effectivement, vous ne serez pas présente d'une certaine façon à cette audition parce que ce sont les présidents de groupe qui seront représentés. Néanmoins, vous verrez le Premier ministre en visioconférence jeudi, comme l'ensemble des chefs de parti cette fois. Qu'allez-vous lui dire à ce moment-là ? Oui, j'ai demandé cette visioconférence, par courrier au Premier ministre, précisément d'ailleurs pour évoquer avec lui un certain nombre de problèmes, d'inquiétudes qui nous remontent du terrain sur des pénuries prévisibles, le curare, l'oxygène, peut-être même demain les gants pour protéger nos soignants, les masques bien sûr, mais aussi pour parler de la stratégie qui va être la sienne de déconfinement, car je crois que c'est maintenant qu'il faut envisager cette stratégie de déconfinement. Qui est-ce que l'on va tester? Est-ce que l'on va d'abord tester les travailleurs? Est-ce que l'on va faire des campagnes de tests géographiques pour pouvoir déconfiner progressivement? Est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà envisager la désinfection de tous les lieux publics, les transports, pour que ce déconfinement se déroule évidemment sans susciter une seconde vague d'épidémie? Enfin, tous ces sujets-là, je crois, doivent être analysés, réfléchis, discutés maintenant et pas dans la précipitation, ce qui est un peu la marque de fabrique depuis le début de cette crise. Alors, précisément, vous parlez du déconfinement. Pour l'instant, on en est au confinement et vous avez dénoncé hier les engagements pris par Emmanuel Macron de produire désormais en France le matériel médical nécessaire, les masques, les respirateurs que nous devons aujourd'hui importer. Et vous avez écrit sur les réseaux sociaux, pourquoi le croire? On a envie de vous demander, mais pourquoi ne pas le croire? Pourquoi ne pas le croire? Pourquoi le croire? Tout simplement parce que cela fait des décennies qu'Emmanuel Macron prône exactement l'inverse. Donc moi, je suis heureuse s'il a pris conscience qu'il faut faire du patriotisme économique, il faut être indépendant, il faut être souverain, et particulièrement quand il s'agit de la santé des Français. Mais il manquait peut-être quelque chose alors dans son intervention. C'est un mea culpa. C'est de dire, moi, Emmanuel Macron, je me suis trompé et j'ai eu tort de moquer et de discréditer ceux qui, comme le Rassemblement national, réclamaient précisément ce patriotisme économique, ce localisme, cette indépendance et cette souveraineté. Mais vous ne pensez pas que beaucoup de gouvernements, y compris parmi ceux que vous soutenez, vont devoir revoir leur politique industrielle? La France n'est pas la seule à dépendre pour une partie de ses matériels, une partie de ses médicaments, de l'Asie et de la Chine en particulier. Et vous avez raison, nous défendons l'idée que précisément il faut rompre au maximum avec cette dépendance depuis des années. Enfin, on peut tout nous dire, mais on ne peut pas nous dire que ça ne fait pas des décennies que nous parlons du patriotisme économique, que nous parlons du protectionnisme intelligent. Mais si Emmanuel Macron va sur ce terrain, je m'en réjouis, mais il va falloir évidemment qu'il aille au bout de la logique, et notamment dans les exigences qu'il devra avoir alors à l'égard d'une Union européenne qui, elle, reste totalement bloquée dans une idéologie du libre-échange total, de la recherche de la rentabilité à tout prix, y compris au prix de notre santé, c'est-à-dire au prix de la délocalisation massive de notre industrie, très loin dans les pays où cette production coûte moins cher. Est-ce que néanmoins vous avez un exemple de pays qui aurait suivi la bonne stratégie? L'Allemagne, par exemple, résiste un peu mieux que la France grâce à ses équipements, mais tous nos voisins immédiats, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, affrontent la même tragédie que la France. Est-ce qu'il y a finalement un bon exemple à suivre selon vous? Oui, mais le problème, excusez-moi, oui, il y en a eu peut-être un bon d'ailleurs, c'était celui de la Corée du Sud. Il y avait deux stratégies en réalité au départ de cette épidémie. Le problème, c'est que le gouvernement a menti. Voilà, il a menti sur le niveau de préparation du pays, et ce mensonge, en réalité, c'est celui qui a entraîné le confinement général. Car il y avait une autre stratégie. Si nous avions eu des tests, si nous avions eu des masques, alors nous aurions pu faire comme la Corée du Sud, c'est-à-dire ne confiner que ceux qui étaient touchés par l'épidémie, ce qui aurait évité ce confinement généralisé. Mais à l'époque, on nous a dit qu'on était prêts, on nous a dit qu'on avait des stocks de masques, on nous a dit tout cela, on nous a rassurés, alors que ça n'était pas le cas. Vous savez, moi je veux vous dire, je ne suis pas là pour critiquer, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'on ne me demande pas l'unité nationale autour de mensonges. Moi, je veux bien faire l'unité nationale, mais autour de la vérité. Or, le gouvernement, incontestablement, n'a pas dit la vérité sur toute une série de sujets depuis le début de cette crise. Alors, lorsque Olivier Véran, par exemple, fait une conférence de presse entière pour parler du problème des masques, en reconnaissant une défaillance sur ce point précis, vous considérez que là aussi, cet aveu de défaillance est également un mensonge ?
Oui, mais d'accord, mais c'est trop tard, monsieur. Monsieur Véran nous a expliqué. Moi, j'ai posé une question le 11 février. C'est quand même il y a longtemps maintenant, le 11 février, en parlant de la pénurie de masques et en parlant de la pénurie de médicaments. Madame Buzyn, à l'époque, m'a envoyé sur les roses en m'expliquant qu'il fallait évidemment laisser ouvertes les frontières parce que l'important, c'était le tourisme, le 11 février, hein, bon, et qu'il n'y avait aucune pénurie. Et encore une fois, on nous a menti sur le niveau de préparation, on nous a menti sur la dangerosité, en nous disant que c'était une grippe. On nous a menti sur l'utilité et la disponibilité des masques, sur l'utilité et la disponibilité des tests, sur la pénurie prévisible de médicaments, sur le nombre de personnes touchées. Ça fait quand même... Alors justement, est-ce qu'on nous a menti sur le bon moment du confinement selon vous? Vous disiez vous-même le 27 février qu'on ne pouvait pas se confiner comme en Italie, puisque vous citez des dates. Est-ce que par exemple la date du confinement a été la bonne? Elle a été prise le 17 mars, au moment où il y avait moins de 200 morts en France. Mais encore une fois, monsieur, à l'époque, il faut comprendre que le gouvernement nous avait expliqué qu'on avait tout ce dont on avait besoin, qu'on avait des masques, qu'on pouvait tester les gens, qu'on testerait tous les gens qui avaient des symptômes. Dans ces conditions, le confinement général n'était pas utile. Le confinement, c'est un échec, si je puis me permettre. C'est quand on ne peut pas mettre en place d'autres stratégies parce qu'on est en pénurie. Si le gouvernement, dès le départ, nous avait dit, écoutez, on n'a rien, on n'a pas de FFP2, on a un nombre de masques chirurgicaux dérisoires, puisqu'on en avait, je crois, 120 millions. Il en faut 200 millions par mois pour équiper les soignants et les services essentiels de l'État, police, pénitentiaire, etc. Alors, on aurait dit, OK, il faut confiner tout de suite et pas attendre 10 jours après l'Italie. Mais à l'époque, on pensait qu'une autre stratégie était possible parce qu'on pensait, comme nous l'avait dit la ministre et le ministre Véran, que nous étions préparés. On ne l'étions pas. L'une des stratégies que vous préconisiez, vous, très vite, Madame Le Pen, c'était la fermeture des frontières. Est-ce qu'elle aurait été plus efficace selon vous lorsqu'on voit par exemple ce qui se passe aux États-Unis où le déferlement de l'épidémie survient également alors que Donald Trump a décidé la fermeture des frontières il y a déjà 3 semaines? Mais écoutez, moi je l'ai demandé le 29 janvier. Donc réponse, oui, bien sûr que la fermeture des frontières aurait limité l'épidémie. Pour une raison très simple, c'est que rien que l'Italie a en réalité transporté l'épidémie, ce n'est pas une critique à leur égard, mais a transporté l'épidémie dans une quinzaine de pays différents. Donc la première chose que l'on fait lorsqu'on est confronté à une épidémie, qu'elle soit humaine, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale, c'est évidemment tout de suite d'empêcher les porteurs du virus de pouvoir entrer sur le territoire national. Et lorsqu'on a fermé les frontières, alors on suit les gens contaminés, on remonte la chaîne des contaminations, on confine les gens individuellement parce qu'on les a testés. Donc ça n'est pas la stratégie qui a été mise en œuvre. Évidemment, le regrette, mais c'est un fait. On ne va pas pleurer maintenant sur le lait renversé. Madame Le Pen, vous dites que le gouvernement doit faire son mea culpa, mais est-ce que même certains médecins le font? Tout le monde n'a pas en grande partie sous-estimé l'ampleur de cette épidémie? Et peut-être vous-même aussi. Vous pensez que vous aviez raison dès le début et que vous aviez anticipé la gravité de cette crise? Écoutez, j'ai discuté avec beaucoup de vos confrères très en amont de cette crise et je pense qu'ils admettent eux-mêmes que je faisais plutôt partie des pessimistes. Mais vous savez pourquoi? Parce que je pense que gouverner, c'est prévoir et en l'occurrence, c'est prévoir le pire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des médecins qui ont eu des propos qui sont contestables, mais il y en a eu d'autres qui ont tiré, encore une fois, la sonnette d'alarme. Et cela, on a fait le choix de ne pas les écouter. C'est là où le politique ne peut pas se retrancher systématiquement derrière le scientifique. À un moment donné, c'est le politique qui prend la décision. Il ne peut pas échapper à cette responsabilité. Alors vous nous l'avez dit il y a quelques minutes, il n'est pas question donc, et on le comprend après vos propos, de rejoindre toute forme d'union nationale. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, la cote d'Emmanuel Macron et du Premier ministre gagne des points, y compris parmi d'ailleurs vos sympathisants. Pourquoi vous refusez finalement cette union sacrée pendant ce qui est considéré comme une guerre? On se serre les coudes et on règle les comptes plus tard. Mais je ne refuse pas l'union sacrée si, encore une fois, elle se fait autour de la vérité qui est due aux Français. Je ne veux pas que l'on mente aux Français. Mais sur quoi on ment encore, Madame Le Pen? Sur quoi on ment? Sur le nombre de victimes, par exemple? Sur quoi ment-on encore? Je ne sais pas. Moi, j'ai posé des questions sur les commandes de masques. Je vois qu'il a été posé la question à M. Salomon. Il y a une nouvelle fois, nous n'avons pas eu de réponse. 1 milliard, a dit le président. Pardon? Plus d'1 milliard de masques, ont dit les autorités il y a quelques jours, commandés depuis la Chine.
Oui, quand? Commander quand? Auprès de qui? C'est important. Pourquoi? Parce que moi, j'ai peur que le gouvernement mette une fois de plus tous ses œufs dans le même panier et qu'on se retrouve avec ce qui s'est passé avec la région PACA. La région PACA a commandé des millions de masques. Eh bien, ces masques, ils ont été captés par les Américains qui ont mis sur la table un chèque qui était plus important que celui de la région PACA auprès des Chinois. C'est ça le problème. Nous avons, nous, opposition, une utilité. Je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement comprenne qu'il doit entendre les élus, que c'est notre rôle aussi d'attirer leur attention, de remonter aussi les inquiétudes du terrain. Au moment où on se parle, moi, ça fait 15 jours que j'entends dire que les masques arrivent demain et ça fait 15 jours que je vois encore, 15 jours ou 3 semaines, des soignants venir nous dire « nous sommes en danger, nous n'avons pas les protections nécessaires, nous n'avons pas de surblouse, nous n'avons pas les masques qu'il faut ». Alors, excusez-moi, mais il y a quand même une divergence entre ce que nos soignants vivent sur le terrain, et pas seulement eux, hein. Les vendeuses de la grande distribution, les boulangers, les pompiers, les policiers qui sont très durement touchés par cette épidémie et qui n'ont pas non plus, eux, les moyens de protection. Donc, si vous voulez, c'est ça la difficulté avec ce gouvernement. On vous entend, Madame Le Pen. C'est qu'on finit par ne plus croire ce qu'il dit et on a besoin de preuves, et bien qu'il nous les apporte, au moins les choses sont claires. S'il n'y a pas d'union nationale, est-ce qu'il y a quand même, selon vous, à vos yeux, encore une légitimité du gouvernement? Est-ce que vous préconisez des initiatives politiques lorsque cette crise sera terminée? Non, mais on n'en est pas là. Enfin, je veux dire, pour le coup, vous voyez, moi, les sondages et les réflexions du gouvernement sur est-ce que c'est bénéfique pour nous cette crise, est-ce qu'on va être réélu en 2022, je trouve ça répugnant. Voilà, c'est clair. On est dans la crise, on apporte des réponses. Moi, ce que je fais, moi, mon union nationale, elle est avec les Français. Voilà, elle est avec le peuple français auquel j'essaye d'apporter des solutions pour que le confinement soit le moins long possible, pour que l'économie puisse repartir de plus belle. J'ai fait des propositions économiques pour les TPE, les PME, les artisans, les commerçants, je n'ai même pas eu de réponse d'ailleurs de la part du gouvernement. Or, je m'aperçois que la structure qui a été mise en place, le choix qui a été fait de passer par la BPI était un choix. Les mesures de chômage partiel, le doublement de la prime de 1 000 €, ce ne sont pas des bonnes mesures pour vous? Si, mais les TPE, PME, les artisans, les commerçants, on leur a promis 1 500 € avec des critères que pour beaucoup, ils n'arrivent pas à remplir. Mais surtout, et c'est plus grave, la BPI risque de se retrouver totalement submergée par les demandes. Moi, j'avais fait une proposition claire, 1 500 € par entreprise de moins de 1 000 salariés, avec 1 000 € par salarié versés directement par la Banque de France, eh bien ça, reproductible tous les mois que durera le confinement, ça permettait à toutes ces petites entreprises qui sont essentielles d'avoir des liquidités et de ne pas risquer la faillite. C'est la proposition que vous faites. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci à vous. Bonne journée.